Bonjour à tous, je suis Émilie, la cofondatrice de Major Blessings et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série de webinars Un métier d'exception. Alors aujourd'hui, on a la chance de recevoir Gérald Carsanti, qui est le président de SAP en France. Mais avant d'accueillir notre invité, laissez-moi vous rappeler un petit peu comment ça fonctionne. D'abord, je vous invite à me faire un petit coucou. Bonjour Chloé, bonjour Isabelle. Soyez pas timides pour me dire que vous êtes présents et que ça fonctionne. Hello à tous, ravie de vous retrouver. Alors, pour ceux qui connaissent le principe, pendant les 30 premières minutes, c'est moi qui vais avoir la chance de poser des questions à Gérald pour qu'on connaisse un petit peu son parcours, ses projets au sein de SAP France. Et après, les 30 minutes qui suivent, c'est vous qui allez poser toutes vos questions. Donc, je vous rappelle que pour poser les questions, c'est dans l'onglet questions et qu'il faut vous présenter. Donc, n'hésitez pas à me donner votre prénom, votre âge, les études que vous suivez, dans quel établissement. Ça me permet de donner un peu de contexte à Gérald pour l'aider à mieux comprendre votre question et comme ça, il peut personnaliser sa réponse. Bien évidemment, n'hésitez pas à voter pour les questions qui vous parlent le plus. Ça me permettra de les prendre dans l'ordre et de poser toutes les questions à Gérald qui sont celles qui vous intéressent le plus. Voilà, donc on part pour une heure d'échange pour vous faire découvrir le parcours exceptionnel de Gérald Carsanti et en apprendre un petit peu plus sur SAP en France. Alors, Gérald, je vous invite à me rejoindre. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien. Vous allez bien? Oui, très bien, très bien. Ravi de vous avoir. J'avoue que j'ai eu un peu de mal avec la technique, mais ça va. C'est toujours les aléas du direct. Ça marche très bien en dehors et puis en plein direct. Oups, petit souci. En tout cas, on voulait vous remercier, Gérald, de nous accorder une heure pour échanger avec les jeunes et leur permettre de se projeter un petit peu plus dans votre quotidien. Gérald, est-ce que vous pouvez vous présenter peut-être rapidement auprès des jeunes pour nous expliquer un petit peu qui vous êtes? Oui, alors d'abord, ravi d'être avec vous tous et toutes. C'est toujours sympa de discuter avec des jeunes. Alors, je le fais souvent parce que, en fait, j'enseigne depuis bientôt 17 ans à HEC, à l'ESCP, un peu à Sciences Po. Donc, j'ai beaucoup d'interactions avec les jeunes depuis toutes ces années. Et puis aussi, on a les jeunes chez SAP, puisqu'on est une entreprise, on est des milliers de salariés. C'est une magnifique entreprise et on va peut-être expliquer un petit peu plus dans le détail, mais moi, mon parcours, c'est plutôt dans le digital, l'informatique, où j'ai eu la chance de diriger plusieurs entreprises, des belles marques mondiales, chez IBM, chez Capgemini. J'ai présidé Hewlett-Packard pendant presque 10 ans. J'ai eu des jobs internationaux. J'ai managé l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique pour HP. J'ai eu des jobs mondiaux quand j'étais chez IBM, basé à New York, un autre basé au Japon, un autre basé en Russie. Vous voyez, j'ai fait plusieurs géographies. Vous allez nous faire voyager. Voilà, et je pensais bien parce que ça permet, on aura l'occasion d'en parler aussi, ça permet de découvrir l'environnement multiculturel dans lequel nous sommes et de bien comprendre que le monde n'est plus un monde confiné dans un État, mais c'est un monde qui s'ouvre. Et pour les jeunes qui sont avec nous aujourd'hui, c'est une bulle d'oxygène, je pense, et beaucoup de choses positives à venir, parce que je pense que la France est en train de changer complètement de dimension. On le voit dans tous les groupes et c'est le cas chez SAP aussi. Alors justement, Gérald, pour les jeunes qui sont avec nous, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ce qu'on fait dans le groupe SAP? Voilà, SAP, c'est une entreprise qui a beaucoup de spécificités. D'abord, on est le leader mondial de tout ce qui est logiciel d'application d'entreprise. Alors, c'est quoi le logiciel d'application d'entreprise? C'est très simple. On équipe tous les processus de l'entreprise. Donc, c'est à la fois la finance, c'est les ressources humaines, c'est les achats, c'est la logistique, c'est la trésorerie, c'est tous les processus de l'entreprise qu'on peut imaginer de façon transversale. Ça va même jusqu'aux gestion des notes de frais et des voyages. Vous voyez, quand on prend des billets, qu'on veut les gérer, on a aussi des solutions dans ce domaine-là. Donc, on est le seul acteur à avoir une couverture complète de tout ça. Et puis, on a des concurrents sur chacune des niches dans lesquelles nous sommes, sachant que notre cœur d'activité, c'est quand même la finance et ce qu'on appelle, enfin, c'est la finance, voilà. Si on veut simplifier, c'est la finance. Et la spécificité, c'est qu'on est la première entreprise tech européenne
La deuxième, c'est une française, donc c'est sympa, c'est Dassault Systèmes. Mais la première en Europe, c'est SAP, qui est une grosse capitalisation, puisqu'on pèse à peu près entre 150 et 200 milliards selon les moments. Ça baisse ou ça monte. On est la seule coincée, on va dire, entre les deux autres continents, c'est-à-dire les États-Unis avec toutes les sociétés que vous connaissez aussi, Oracle, Microsoft, Salesforce, Google, etc. Et puis de l'autre côté, les Asiatiques qui commencent à émerger. Et bon, voilà, SAP est coincé là entre les deux, mais du coup, ça nous donne une couleur extrêmement intéressante et une approche originale, puisqu'on a cette, comme on dit, comme disent les Anglais, cette flavor européenne. Et aujourd'hui, en France, SAP, puisque vous êtes le président de SAP en France, ça représente combien de salariés? C'est quoi vos gros enjeux du moment? Alors, on a à peu près 3000, un peu plus de 3000 salariés. Et on a dedans une bonne partie, c'est-à-dire 1200 salariés qui sont dans la R&D. Donc, eux, c'est vraiment du développement. Donc, ça, c'est intéressant parce que c'est le résultat de plusieurs acquisitions qu'on a fait dans le passé. Alors, évidemment, tous les jeunes qui sont là ne vont pas savoir de quoi je parle, mais on a acheté plusieurs sociétés, dont une qui était très connue en France dans les années 2007-2008, qui s'appelait Business Object. Elle était très connue parce que c'était une entreprise française. Donc, on l'a rachetée et grand bien nous en a fait, puisque d'abord, ça nous a permis de nous renforcer dans les offres autour de la donnée, de l'analytique, la gestion des données. On sait tous que la donnée va devenir le fuel de l'économie moderne. Mais surtout, tous les chercheurs tous les développeurs qui étaient chez Business Object, comme ils étaient français, basés en France, sont restés chez SAP. Ce qui fait qu'on a la chance d'avoir un gros pool de développement chez SAP France. Et ça, c'est quand même super chouette. Si on rentre un petit peu plus dans votre rôle, donc vous êtes le président de SAP en France, ça parle et en même temps, ça ne parle pas forcément à nos jeunes. Si vous deviez expliquer un petit peu votre métier, vous diriez quoi? Alors, c'est des métiers, c'est ce que j'ai fait chez HP, chez Oracle, je l'ai fait chez IBM, je l'ai fait chez Capgemini, où là, c'était plutôt du service. En fait, chez SAP, on est donc tout un ensemble de métiers. Il y a les commerciaux, il y a l'avant-vente, c'est les architectes, les fonctions un peu plus techniques, il y a le marketing, la communication, la finance, la R&D, etc. Et mon métier consiste à faire travailler tout ce beau monde pour servir ce qui compte le plus, c'est les clients. Puisqu'au fond, il n'y a pas de réussite pour une entreprise si on n'apporte pas des solutions à nos clients. Et pour ça, eh bien, il faut réussir, il faut investir sur les talents. Ça, c'est vraiment un leitmotiv que j'ai. Investir sur les talents. Et on pourra y revenir dans le détail, c'est-à-dire vraiment investir sur la formation, sur la transmission, sur l'expérience, investir aussi sur la mixité. Je suis un fervent défenseur de l'équilibre entre les hommes et les femmes, et je pense que la société sera... Attention, pas que les femmes, mais je pense que la société sera bien mieux qu'elle n'est aujourd'hui le jour où on aura un équilibre dans les postes, dans la répartition des postes d'importance. Je parle des postes justement de président, de directeur général, de membres des comités exécutifs, et puis dans les entreprises, dans la politique, un peu partout. Eh bien, le monde sera plus équilibré, plus juste et il fonctionnera mieux. On passe beaucoup de temps sur l'environnement parce que c'est des sujets qui nous touchent. On a des solutions même pour ça, pour abaisser tout ce qui est carbone, décarboner au maximum. Et puis, on a aussi beaucoup d'expériences. On en a deux d'ailleurs. L'une sur l'inclusion. On veut accorder. Nous, on pense que en fait, la société actuellement, elle est compliquée, qu'on ne naît pas tous avec la même chance, on va dire ça comme ça. Et puis parfois, la malchance nous frappe en cours de route. Et il n'y a pas de raison d'exclure des personnes parce que justement, une personne aurait eu un accident et serait devenue handicapée. Est-ce qu'elle doit pour autant, en plus qu'elle a perdu par exemple l'usage de ses jambes, est-ce qu'en plus il faut qu'elle perde l'usage finalement de son existence sociale simplement parce qu'elle est handicapée? On pense que non. Et donc, on veut vraiment accorder Alors, par exemple, on a mené une expérience sur l'autisme, Autism at Work. Et ça, c'est passionnant parce qu'on s'aperçoit que lorsque l'on intègre des personnes qui ont des handicaps,
eh ben, elles apportent à l'entreprise des choses assez fabuleuses. Et puis, on a un autre programme que je voudrais citer pour faire le tour. C'est un programme qu'on a lancé il y a quelques mois maintenant. Alors, le Covid n'a pas aidé, hein, pour être tout à fait franc, mais maintenant, c'est parti à plein régime. C'est un programme qui s'appelle People to Work. Ce n'est pas un programme qui est né en France, puisque je vous ai dit que SAP était d'origine européenne, mais plus précisément de l'entreprise d'origine allemande. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est on prend des personnes donc on l'a importé d'Allemagne, pour être tout à fait clair. Ça tourne depuis 20 ans. Et on s'est dit, si ça marche bien en Allemagne, il n'y a pas de raison que ça marche bien pas en France. Et donc, le principe est simple. On prend des jeunes qui n'ont pas de travail, qui sont au chômage, et qui ont envie de devenir consultants. Et on les forme pendant 3 à 5 mois pour qu'ils deviennent consultants. Consultants dans nos applications, chez nos partenaires, c'est-à-dire les grands acteurs que vous connaissez tous, Capgemini, Accenture, Deloitte, Pricewaterhouse et compagnie, et puis des petites structures, des plus petites sociétés de services, et puis aussi nos clients, puisque nos clients ont besoin de compétences. Juste pour comprendre, Gérald, ces jeunes, ce sont des jeunes qui ont déjà des études dans ce domaine-là et que vous accompagnez parce qu'ils sont au chômage, ou c'est des jeunes qui n'avaient pas forcément fait de formation dans ces domaines-là, quelle que soit leur formation initiale, vous allez les former et vous allez leur donner la possibilité d'aller vers ces métiers. Donc, c'est la deuxième option. Absolument. Aucune exigence de type de formation. Il est évident que quelqu'un qui a une formation d'ingénieur en informatique va avoir plus de facilité, ça va de soi. Mais en l'occurrence, on a des personnes qui viennent de formation en sociologie, en histoire, qui parfois n'ont pas de diplôme, sont juste au chômage, mais ont plein d'envie et plein de motivation. Et on accueille en fait tout le monde. Bon, évidemment, on peut pas prendre tout le monde, mais on regarde les profils des personnes. Alors évidemment, c'est quand même plus facile quand on a un diplôme, parce que vous le savez tous et toutes, que la formation en fait a un avantage, c'est qu'elle nous, j'y suis passé, ça nous formate et ça nous donne une structure pour étudier. Voilà, c'est surtout ça. Mais en même temps, il faut admettre que tout le monde n'a pas. Vous voyez, par exemple, en France, je pense qu'on est en train de sortir de ça. Mais enfin, peut-être pas autant que je le voudrais. Mais autant qu'on espérait, en tout cas. Voilà. En France, on a vraiment ce culte de la grande école et des grands diplômes, etc. Et je pense que ça va changer dans le temps. Ça prendra encore un peu de temps. Mais il y a des talents. Moi, je croise des talents, les jeunes, partout, qui sortent d'écoles moins connues, d'universités. Et je vois des gens de talent partout, quoi. Et on peut passer, et puis on peut être polytechnicien ou HEC et ne pas s'avérer ne pas être si performant que ça, et avoir une formation en université moins connue et moins prestigieuse, entre guillemets, et être très performant. Donc je pense que nous, on veut s'ouvrir à tous les profils. Je pense que de plus en plus dans la société qui est devant nous, c'est ce que j'enseigne, c'est ce que j'écris, puisque j'enseigne le leadership et j'écris beaucoup là-dessus, et en particulier dans LinkedIn, hein, pour ceux qui veulent en savoir plus. Vous êtes les bienvenus. Je crois à un nouveau leadership, je crois à de nouveaux profils, je crois que la société est en train de changer et qu'elle appelle des profils différents. Vous le voyez bien d'ailleurs en politique, hein, on ne va pas faire de politique ici, mais vous voyez bien qu'on est à des carrefours où il faut des personnes qui nous inspirent différemment. Et je pense qu'il faut avoir en tête que la société de demain sera multiculturelle parce que c'est comme ça et que c'est quelque chose qui est en mouvement. C'est une société où il faudra faire preuve de bienveillance parce qu'on a besoin de construire une société où les gens sont heureux pour pouvoir de se retrouver ensemble, de collaborer pour atteindre des objectifs donnés. Et moi, je crois, je le dis souvent d'ailleurs, mon métier, puisqu'on revient à la question, mon métier de président, c'est d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits pour faire les bonnes choses au bon moment. C'est une formule assez magique qui paraît simple comme ça, qui est un peu plus difficile à mettre en place, mais qui m'occupe une bonne partie de mon temps. C'est-à-dire avoir la certitude que j'ai autour de moi les gens de confiance. En fait, en réalité, quand un leader avec humilité a compris qu'il sait un peu tout sur beaucoup de sujets, mais finalement pas grand-chose, parce que c'est très complexe, eh bien, quand on a déjà compris ça, on se précipite à s'entourer des personnes qui ont justement des compétences.
Et quand on a cette équipe formidable autour de soi, chacun apportant ses briques, eh bien là, on commence à être très performant. Et on commence à voir l'entreprise qui marche, ça crée une dynamique, ça crée une ambiance. Le président, c'est quelqu'un qui est au barycentre du coordinateur, de celui qui est le chef d'orchestre, pour faire en sorte qu'on atteigne les objectifs, qui est aussi quelqu'un qui met de la discipline, parce que faut pas se raconter une histoire. Je vous mentirais si je vous disais le contraire. Une entreprise, c'est complexe à gérer, que si on laissait les choses comme ça se faire, ben, les choses ne se feraient pas, justement. Donc, il y a un moment donné, il faut aussi avoir des personnes qui sont là pour… voilà, il faut une équipe de management qui est là pour mettre les choses en ordre. Mais je crois que le rôle du président, par-dessus tout, au-delà du recrutement des bons talents, c'est de faire en sorte que l'équipe soit bien, dans un équilibre et surtout dans un bien-être pour pouvoir donner le maximum d'elle-même et produire chez les clients et à l'extérieur, finalement, la valeur qu'on attend, que les clients attendent. Et vous n'avez jamais, enfin, je pense que vous tous qui êtes connectés dans ce call, personne n'a envie d'acheter une télévision à un vendeur qui ne vous inspire pas du tout. On a envie d'aller vers ceux qui nous inspirent, qui sont rayonnants, qui sont joyeux. Et au travers de nos salariés, jeunes, moins jeunes, expérimentés, pas expérimentés, peu importe, en fait, on veut donner une impression de ce qu'est SAP. Moi, quand je vais chez un client, je ne suis pas dupe. Au travers de ma personne, ils se font une idée des SAP. Eh bien, c'est le cas pour tous les salariés des SAP. C'est-à-dire que quand une personne est à l'extérieur, elle représente l'entreprise. Et si elle est malheureuse, ben ça se voit. Voilà. Donc, il faut être heureux. Voilà, c'est ça le principe. Il faut être heureux. Alors, c'est facile à dire, mais c'est important. Hein. C'est un point important. C'est un gros challenge et c'est un point en effet important. Merci Gérald pour toutes ces convictions. Je dois avouer aux jeunes que c'est aussi pour ça que je vous ai invité, parce que vous étiez mon prof et j'avais gardé ce côté-là de vos convictions, d'une personne très engagée pour faire changer les choses. Et je vois que quelques années plus tard, ça n'a pas changé. Donc c'était vraiment aussi l'opportunité de faire découvrir votre vision et ce que vous mettiez en place chez SAP pour apporter votre contribution et changer les choses. Et donc, du coup, c'est super de voir qu'en effet, c'est le cas. Alors, si on rentre un tout petit peu plus dans les détails, parce qu'on a compris tout ce que vous aviez à faire, mais si on est assez terre à terre, est-ce que vous pourriez, par exemple, nous partager quelques moments de votre emploi du temps de cette semaine, de ce que vous avez fait concrètement ces derniers temps? Parce que vous dites, quand je vais chez un client, est-ce qu'un président d'une entreprise de 3000 personnes comme SAP va souvent chez des clients? Ça peut être une des questions que nos jeunes ont. Concrètement… Ben, en fait, je vais vous donner peut-être les 4 ou 5 activités principales que j'ai. Ouais. La première d'entre elles, vous venez de le dire, Émilie, c'est vraiment les clients. Donc, je vois beaucoup de clients. Je vois entre 5 et 7 clients par semaine, soit par conférence, mais souvent en physique. Donc, soyons clairs, ma chef de cabinet est connectée d'ailleurs avec nous, elle pourrait vous le dire. Il y a toujours des petits déjeuners remplis, des déjeuners, des dîners. C'est ma femme qui râle, mais bon, voilà. Et donc, ça, c'est un moment super sympa parce qu'on discute avec des clients, on échange, on crée de la relation. Donc, les clients, numéro un. Numéro deux, tout ce qui est relations médias, la presse, les journalistes, parce que je passe un certain temps à être en interview, soit à la télévision, soit sur des radios, soit sur presse papier. J'avais un interview ce matin, par exemple, typiquement, avec Décideur, qui est une revue bien connue. Donc ça, c'est une deuxième activité. La troisième, c'est toutes les relations avec le gouvernement. Par exemple, il y a quelques jours, j'ai fait l'introduction avec Elisabeth Moreno aux assises de l'égalité économique et professionnelle. Et c'est moi qui fais l'introduction avec elle. Vous pourrez d'ailleurs trouver mon discours dans LinkedIn, je l'ai publié. Et l'idée, c'était d'expliquer pourquoi. Alors, c'était juste avant le vote du Sénat sur la loi, ou plutôt le projet de loi à l'époque, Rixain-Castaner, qui vise à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, typiquement, c'est le genre d'activité que je fais, rencontre avec les dirigeants politiques,
le gouvernement, pour pousser nos idées. Par exemple, typiquement sur la formation, rencontrer Jean-Michel Blanquer, lui donner notre vision des choses, lui dire, par exemple, pour nous qui sommes dans la tech, qu'il faut qu'on apprenne la tech aux enfants dès le plus jeune âge. Et par exemple, je donnais une idée récemment au gouvernement sur des formations. Quand on est en maternelle, il se trouve, ça peut paraître très très jeune, mais il se trouve que quand on est en maternelle, ils ont des invités extérieurs et on a découvert qu'ils invitaient essentiellement et pratiquement uniquement des artistes. Alors, ma femme étant artiste peintre, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est super important, mais il y a aussi la tech. Et on leur a suggéré de dire, bah, c'est peut-être le moment où vous pouvez inviter des personnes qui vont venir, évidemment, avec des enfants de 4 à 6 ans, on va choisir le vocabulaire, mais des personnes qui sont capables, peut-être par des jeux tactiles, leur expliquer ce qu'est la tech et leur donner envie depuis leur plus jeune âge d'aller plus loin. Et si on veut que la France continue à rayonner et redevenir, parce qu'on a un peu perdu pied là-dessus, hein, redevenir le continent et le pays qui soit vraiment leader dans les domaines de la tech, bah, ça commence très très jeune. Donc voilà, ça c'est ma troisième activité. Donc là, les clients, les médias, tout ce qui est gouvernement, on va dire, on peut appeler ça comme ça. Après, il y a évidemment, chose extrêmement importante pour moi, c'est l'interne. Donc c'est chez SAP. Donc c'est le dialogue avec les équipes. Alors, une journée typique, c'est 15 interactions avec des personnes SAP, quand ce n'est pas des groupes de personnes, évidemment. Mais de toute façon, c'est au moins des personnes. Ce matin, j'étais avec le directeur du client, d'un de nos grands clients, pour préparer des calls ou des rendez-vous clients que nous avons. Donc voilà, c'est une troisième activité, c'est tout ce qui va accompagner la vie de l'entreprise, bouger, etc. Une cinquième activité, c'est le coaching et le mentoring. C'est-à-dire que voilà, nous, on accorde beaucoup d'importance à ça, et comme au lieu de dire ce qu'il faut faire, ben, on essaye de le faire. Voilà, donc moi-même, je coach 7 personnes, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes, et je coach, quand je dis 7, c'est plutôt 10 d'ailleurs, et je coach ces personnes en y passant beaucoup de temps. Alors, ça peut paraître à certains dirigeants excessif, mais moi je dis que non, parce que je dis que ce temps que je passe, c'est du temps qui permet à la personne de se construire, à prendre confiance et à gravir les échelons. Et demain, ce seront des leaders top d'SAP. Mon successeur, président ou futur président d'SAP ou présidente d'SAP, il est actuellement chez SAP, il y a une forte chance de le penser. Et donc, en tout cas, il faut, parce qu'il faut de la promotion interne. Et donc, ça veut dire, Gérald, qu'il y a des jeunes collaborateurs chez SAP France qui ont la chance d'avoir leur président comme mentor. Et qui ont Absolument. Alors, la chance, je ne sais pas, mais qui m'ont comme mentor, ça c'est sûr. Vous voyez, on le fait sous différentes formes, soit des meetings dans mon bureau, soit des fois des dîners, soit des fois on trouve dans l'agenda ce qui convient, et on travaille vraiment en profondeur. C'est-à-dire qu'on regarde vraiment ce qu'elles découvrent chez SAP, ce qui leur plaît, les points d'amélioration, ce qui pourrait les motiver demain, etc. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que le but, c'est on investit beaucoup sur les talents, comme je l'ai dit au départ, dans la formation, dans l'accompagnement. C'est du temps. Quand une personne est déçue, si elle l'est, et qu'elle quitte l'entreprise, heureusement, ça ne nous arrive pas souvent, mais quand elle quitte l'entreprise, c'est une perte colossale pour nous. Et c'est stupide. Donc, on fait de l'inverse. C'est-à-dire qu'on investit beaucoup de temps pour qu'elle reste motivée et qu'elle trouve le meilleur environnement possible chez SAP. Et le mentoring est quand même quelque chose de sympa. D'autant plus que les personnes viennent avec des questions. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, par exemple, on a nommé une jeune manager femme il y a quelques semaines, 3-4 mois, et formidable, un talent inouï. Mais elle a ses questions, forcément, parce qu'elle se pose des questions. Comment je dois faire ça? Comment elle n'a jamais fait. Donc, elle pose des questions, et c'est ça qui est formidable, c'est quand les jeunes, hommes ou femmes, nous posent des questions sur ce qu'ils ont envie, ce qu'ils découvrent. Et ils questionnent pour ne pas faire de bêtises et apprendre des anciens. Nous, on est là pour ça. Moi, mon rôle, c'est de transmettre au maximum et d'aider les personnes, leur mettre le pied à l'étrier
pour que demain, ma fierté, moi, ce sera de voir un jour des jeunes que j'ai coachés à des top niveaux chez SAP ou ailleurs, parce que pas que SAP non plus, mais en tout cas, je les verrai progresser, prendre des postes de plus en plus importants, et ça me réjouira beaucoup. Alors, petit message à l'attention des jeunes qui nous écoutent et qui font du mentorat sur Major Glaces. Écoutez bien ce que vient de dire Gérald. On vous le répète super souvent, mais arriver super bien préparé à un rendez-vous avec un professionnel et poser plein de questions, le professionnel, il prend du plaisir aussi à vous aider et c'est exactement ce que Gérald vient de mettre en avant. Donc, vous voyez, ça marche. Et c'est une relation qui est gagnant-gagnant, puisque ça, c'est aussi quelque chose d'important pour vous rassurer. C'est dans les deux sens. Gérald prend beaucoup de plaisir aussi quand on entend en parler sur la relation qu'il a avec ses mentorés. Et donc, du coup, c'est une super opportunité à la fois pour les mentorés, mais aussi pour Gérald qui est le mentor et qui prend plaisir à partager avec des plus jeunes et à les voir se développer. Donc, Alors après, ce qu'il faut dire, Émilie, aussi, c'est que chacun a son style. Hein, chacun a son style. Il y a des leaders qui n'aiment pas trop faire ça, il y a des leaders qui adorent, c'est comme ça. Mais en tout cas, moi, la recommandation que je ferai aux jeunes, c'est parler votre langage. Ne rentrez pas dans un entretien en vous formatant, en vous disant ça, je ne peux pas le dire, ça, je peux le dire, mais il faut que je le dise d'une certaine façon. Non, non. Moi, les jeunes que j'ai en coaching et les membres du comité exécutif des SAP France qui font la même chose que moi, ont la même règle, c'est on leur dit dites-nous les choses comme vous les pensez. C'est vachement plus simple et au moins on découvre. Quand ils nous disent là vous avez fait un truc mais on ne voit pas l'intérêt, moi je préfère qu'on me le dise comme ça, qu'on me dise c'était bien, mais néanmoins il y aurait peut-être, on va pas décoder chaque phrase. Donc à un moment donné, moi quand les choses sont bien, ils viennent nous dire c'était top, génial, on a adoré. Et puis quand ils disent un truc bon, et voilà, moyen. Et puis, je rajouterai un dernier point, c'est que dans mes sixièmes tâches, qui est très importante, c'est les relations avec les représentants du personnel, c'est-à-dire les syndicats, les représentants du personnel, les instances officielles de l'entreprise, parce que c'est très important, parce qu'elles ont un rôle extrêmement important. Quelque part, chacun a un peu son rôle. Nous, on dirige, et les instances représentatives du personnel sont là pour s'assurer qu'on reste dans un cadre de droit. Et quand on l'accepte, il y a des gens qui combattent ça. Moi, j'ai toujours respecté ça parce que j'ai toujours considéré que leur tâche était extrêmement importante. Et sauf quand on est dans un combat syndical un peu bête et méchant, qui n'existe plus d'ailleurs, c'est passé, c'est d'un autre temps, et bien en fait, elle nous apporte une valeur extrêmement importante pour mieux comprendre l'entreprise et prendre les bonnes décisions, celles qui vont faire progresser tout le monde. Super. Puisqu'on parle de parler sans langue de bois, on l'a dit juste avant, nous, il y a un point qui nous tient à cœur dans l'ensemble des webinaires qu'on fait, et de manière même plus large quand on parle aux jeunes et qu'on les aide à se projeter dans l'avenir et à trouver le métier qui leur correspond, c'est de sortir un petit peu de cette idée que dans un métier, c'est tout rose, il y a des paillettes tout le temps et on fait que s'amuser toute la journée. Donc, on essaye d'expliquer que dans chaque métier, il y a forcément des choses qu'on adore et qui font qu'on est super content de faire ce job-là tous les matins. Et il y a des choses qui sont un petit peu plus compliquées ou qui sont un petit peu plus contraignantes. L'idée, c'est de montrer que ça, c'est valable pour tout le monde, y compris, j'imagine, pour le président de SAP France. Gérald, c'est quoi que vous adorez particulièrement dans votre métier? Et c'est quoi qui est un petit peu plus contraignant parfois ou que, voilà. Alors, Émilie, c'est pas pour dire l'inverse, parce que je suis un peu spécial. Moi, j'aime tout ce que je fais. Donc, et j'ai un principe, c'est-à-dire que, et vous vous en souvenez peut-être dans les cours que je donne sur les théories du leadership, etc., il y a quelque chose qui est peut-être dans ma nature. C'est peut-être que je tiens ça malheureusement de mon père qui est décédé récemment, mais qui était un homme formidable et qui était un homme d'un optimisme incroyable. Et je n'ai jamais vu mon père se prendre la tête ou se poser, en tout cas pas trop longtemps. Et je l'ai toujours vu aller de l'avant, être optimiste, pousser, etc. Et c'est sans doute ce que j'ai également. Donc, j'avoue que j'aime bien ce que je fais et ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire dans tous les postes que j'ai fait. Alors maintenant, pour être honnête, il y a quand même des tâches. Déjà, quand on est manager, quand on n'aime pas régler les problèmes, il vaut mieux changer de métier. Parce qu'en fait, le métier que nous faisons est un métier où, sincèrement, on passe notre temps à régler des problèmes. Soit des problèmes de collaborateurs, soit des problèmes de clients, soit des problèmes de l'écosystème, soit on règle des problèmes. Mais moi, je trouve que j'ai fait ce métier et que j'aime beaucoup ça. Donc ça, c'est important pour moi. Maintenant,
Alors, si vraiment, et ma chef de cabinet qui est connectée va se boucher les oreilles, si il y a quelque chose que j'aime un peu moins, c'est les calls qu'on a en interne, vous voyez, avec la corporation, on fait du reporting. Bon, Ouais, alors, il faut le faire, c'est important, mais quand il y en a trop, c'est un peu barbant. Et, mais voilà, c'est peut-être la partie que j'aime le moins. Mais bon, moi, je m'entends bien avec les gens, il n'y a pas de raison. Et voilà, si vraiment, vraiment pour répondre à ce qui me plaît le moins, après le reste, tout est une question de. Vous voyez, travailler avec les collaborateurs, c'est quand même vachement sympa. ouais, Aller chez des clients, découvrir des environnements différents de clients, c'est vachement sympa. Quand un client vous appelle parce que le projet est par terre et qu'il y a un gros problème et qu'il faut le régler, ben, sur le moment, forcément, c'est tendu. Mais en fait, le régler et apporter la solution et le rappeler en disant ça y est, on a trouvé, on a réglé le truc, et le client dit ah, c'est génial, c'est des moments sympas. Quand on signe des dossiers en équipe, vous voyez, on est sur des gros dossiers ou sur des dossiers plus petits parce que dans une PME, PMI, c'est vachement excitant. Dans un groupe, un grand projet, évidemment, la taille est aussi excitante. Mais quand on signe en équipe et que maintenant, avec la modernité, on signe en DocuSign, mais quand on ouais. a la signature du client, bon, bah, l'équipe, voilà, on est en Teams, on s'appelle tous et on se dit, ouais, c'est génial, on a réussi, voilà. Ou alors, quand on est en face à face, on se jette dans les bras et on boit un verre. Donc, c'est quand même ça, la vie que nous avons, en tout cas dans la tech. On a la chance d'être dans un secteur hyper dynamique. Tout n'est pas parfait. Je ne vais pas vous dire le contraire que tout est rose. C'était juste le message. Voilà. Mais globalement, il y a aussi le fait qu'on peut rendre les choses sympathiques. C'est une question d'attitude. Vous voyez, c'est quand vous annoncez un programme positif et que vous avez toujours les gens qui disent ouais, d'accord, mais bon, mais par contre, ça n'adresse pas ça. Bah oui, mais regardez plutôt ce que ça adresse, parce que ça apporte quand même beaucoup de valeur. Et c'est quelque chose qui est quand même un peu français de temps en temps. Et quand on est optimiste et qu'on apporte cet optimisme dans l'entreprise, eh ben, moi j'ai en tout cas constaté que les dirigeants optimistes génèrent de l'optimisme. Les dirigeants pessimistes génèrent du pessimisme. C'est aussi bête que ça. Super. Merci en tout cas, Gérald. On arrive à la fin de la première partie. Je vois que j'ai plein de questions de jeunes. Donc, je me lance sur la première qui nous vient de Noémie, qui a 21 ans et qui est étudiante à l'université de Cergy et qui nous dit Gérald, vous avez évolué au sein de plusieurs entreprises. Comment se sont réalisés ces changements? Avez-vous cherché à changer d'entreprise à chaque fois ou avez-vous été chassé? Alors, euh, euh, il y a ma chef de cabinet qui me fait une remarque sur les calls internes. Elle me dit ah bon. Et donc, comment un peu un mix des deux, c'est-à-dire que je pense que moi, je ne suis pas quelqu'un qui bouge. J'aime bien accomplir mes missions. Donc, je pense, ça c'est un message pour les jeunes qui démarrent leur carrière. On progresse quand on construit sa carrière. C'est-à-dire qu'il faut faire des choix. Il faut se dire, voilà, ma trajectoire que j'ai envie d'avoir, parce que c'est des choses qui me plaisent. Et c'est pas des, enfin, c'est une erreur de penser en termes de poste. Il faut penser en termes de carrière et de cheminement. C'est-à-dire se dire, voilà, moi, je voulais diriger parce que ça me plaisait, mais c'est pas le fait d'avoir un poste ou un niveau de poste. C'était pas ça mon ambition. Mon ambition, c'était d'être avec des hommes et des femmes et de créer un teamwork et d'avancer. J'aimais l'idée de manager. Et donc, j'ai choisi, mais en même temps, j'avais besoin d'être sur des domaines de compétences réels. Donc, j'ai choisi des postes pour compléter ma compétence et à chaque fois avoir l'impression de progresser. Je suis resté donc assez longtemps dans les entreprises, à part une ou deux fois, mais sinon, je suis resté assez longtemps parce que c'est la seule façon de marquer les esprits et de marquer de son empreinte chaque passage. Vous voyez, quand vous restez 10 ans chez SAP, dont 8 ans comme PDG, vous allez marquer votre passage d'une certaine façon. Là encore, tout n'est pas parfait, mais je pense que là, vraiment, vous marquez votre passage. Donc, je pense qu'à chaque fois que j'ai senti qu'il y avait une fin de parcours, on va dire, entre guillemets, voilà, on le manifeste aux personnes de confiance qui y a autour, les chasseurs de tête, des réseaux, le Le réseau, réseau. etc. Et ça se fait très, très vite, très, très vite et très simplement. D'autant plus que j'ai à peu près toujours, enfin, toujours choisi là où j'avais envie d'aller. Donc ça aussi, c'est important. Quand vous avez construit votre parcours en mettant les bonnes briques les unes après les autres,
votre évolution se fait presque naturellement. Parce que quelque part, il y a des mouvements naturels qui se font. Vous voyez, moi, chez IBM, j'ai testé un peu tous les métiers. Il me restait le métier de la délivrance de solutions, c'est vraiment le métier du service, à proprement parler. J'ai été le faire chez Cap. Et puis, quand j'étais chez Cap, ça m'a manqué la technologie. Donc, je suis revenu chez HP. Et chez HP, j'ai fait tous les métiers et j'ai eu la chance de découvrir le B2C, c'est-à-dire les PC, les imprimantes, le métier du B2C, alors que je connaissais pratiquement que le B2B. Donc, chez les deux. Donc, ça m'a permis de découvrir ça. Et puis, je me suis pris de passion pour le logiciel. Alors, j'ai été chez Oracle. Et puis après, j'ai été chez SAP. Vous voyez, c'est par évolution presque une sorte. Il y a une suite logique. Ouais. En fait, un autre conseil, il faut être ouvert. Il ne faut jamais fermer de porte. Il ne faut jamais en ouvrir trop en parallèle, parce que sinon, vous êtes qualifié d'instable. Mais il faut quand même avoir une certaine ouverture d'esprit et de regarder ce qui se fait sur le marché. Il n'y a pas de honte à se tester, c'est pas du tout. Moi, je ne vous conseille pas de changer trop souvent parce que c'est en général pas très bien vu par les chasseurs de tête et pas très bien vu par les employeurs. Mais par contre, regardez à l'échéance de 3, 4 ans, 5 ans, ce qui se fait sur le marché, comment vous pouvez évoluer, il n'y a pas de problème. Alors, on a une question de Chiara qui a 23 ans et étudie à Audencia Business School. Sa question, vous avez été expatrié à plusieurs reprises. Quels enseignements en matière de direction ou de culture d'entreprise avez-vous tiré de ces expériences? Alors ça, c'est une très bonne question. D'abord, je salue l'Audencia, je salue Nantes, parce que j'ai été au lycée de Jules Verne, vous voyez, donc ça lui dira quelque chose. Alors, ce que j'en ai tiré, c'est beaucoup de choses. D'abord, mon premier job à l'international réel, c'était aux États-Unis. J'étais basé à New York, chez IBM, et je pilotais 3800 personnes dans le monde entier, puisque j'avais un job mondial. Donc, j'avais des personnes localisées dans les 3 géographies, l'Asie-Pacifique, les États-Unis et l'Amérique du Sud, et puis l'Europe, Moyen-Orient, Afrique. Et je pilotais en fait tout ce qui était PME, PMI pour le logiciel d'IBM. Donc, c'était une activité très dense. Alors, ce que j'ai appris, d'abord, j'ai appris que on ne prend pas assez de temps à comprendre l'autre. Dans les groupes, par exemple, typiquement, quand on fait des communications, on lance une communication en pensant qu'un Égyptien, un Brésilien, un Japonais et un Allemand vont recevoir la note de la même façon et vont la lire de la même façon. Pas du tout. Pas du tout parce qu'ils ont leur apprentissage, ils ont leur culture, leurs croyances et qu'ils ne vont pas forcément lire les choses de la même façon. Donc, quand on a compris ça, on a compris qu'on travaille dans un monde multiculturel, et ce sera le cas pour toutes les entreprises françaises demain, c'est déjà le cas pour la plupart, et donc il faut respecter les différentes cultures, prendre beaucoup de soin à la communication orale et écrite, parce que c'est important. Et ben voilà, quelqu'un qui est, quelle que soit l'origine, hein, j'ai parlé de pays, ça pourrait être des origines religieuses, ethniques, peu importe, les personnes peuvent avoir des orientations sexuelles différentes. Vous voyez, il faut faire très attention à la façon dont on communique dans l'entreprise. Et moi, c'est ce que j'ai appris. Les États-Unis sont certainement un cran en avance sur un certain nombre de sujets à ce niveau. Ça ne veut pas dire qu'ils le font mieux que nous, hein, mais ils sont en avance. Et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup appris là-dessus. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à me déplacer dans les différents pays, à comprendre mieux ce qui se passait et dans les jobs internationaux que j'ai pu avoir par la suite, quand j'étais au Japon, quand j'étais en Russie, quand j'ai eu des jobs européens où je pilotais des structures au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe, ben, ça m'a beaucoup servi cette première expérience parce que ça permet d'être différent, d'être ouvert et surtout de ne pas penser qu'on est le centre du monde et que ce qu'on a appris dans nos magnifiques écoles, qui sont magnifiques par ailleurs, que c'est la vérité absolue. Non, c'est une vérité et puis on a notre savoir-faire et puis d'autres ont des savoir-faire et c'est justement ça qu'il faut comprendre. Alors, on a Anatole qui a 22 ans et qui est étudiant à l'EDEC. Qui demande, qui dit, vous avez dit que vous enseignez en école de commerce, qu'enseignez-vous? Et si vous pouviez créer un cours qui n'existe pas encore en école de commerce, quel serait-il? Double question.
Alors, sur ce que j'enseigne, comme je disais tout à l'heure, essentiellement le leadership. Donc, tout ce qui tourne autour du leader. J'ai écrit plusieurs livres. Le dernier s'appelle Leader du troisième type, qui, qui a eu un bon retentissement. Et c'est intéressant parce que c'est un livre qui, justement, traite du leader de demain. C'est-à-dire le leader qui est différent. Moi, ma conviction, c'est que les leaders, depuis l'après-guerre, pour ne pas remonter avant, parce que je pense que c'était bien avant, mais pour ne pas remonter avant, les leaders sont essentiellement des narcissiques dominants et que le monde de demain va avoir besoin d'autres profils, des profils différents qui seront tournés vers les autres et qui seront vraiment des coopérants capables de faire fonctionner des équipes et toutes les compétences nécessaires. Donc, j'enseigne le leadership, j'enseigne aussi la transformation digitale des entreprises. Le cours qu'il faudrait créer, alors, moi, je pense que c'est compliqué comme question, c'est une bonne question. Je pense que je le fais quand dans mes cours, d'ailleurs, Émilie, on avait traité ça aussi à l'époque, mais Oui. je pense que je ferai certainement des cours plus précisément sur le sens. Parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est lié un peu au leadership d'ailleurs, mais il y a des cours à faire sur ça, sur la communication autour des valeurs et du sens. On sait aujourd'hui que les leaders peuvent transformer complètement une entreprise simplement en ayant avec leurs équipes une communion au niveau des objectifs et du sens. C'est facile à dire et ça n'est pas simple à faire parce que ce n'est pas juste des mots, ce sont des mots et des actes. Et donc, derrière ça, vous savez, on est dans une société où on apprend comme je le dis souvent, à dialoguer avec la partie de notre cerveau qui est le cortex d'autres personnes. C'est-à-dire, c'est le temple de la rationalité. Nous sommes habitués à être des intellectuels et à penser qu'on va. Mais ça, la rationalité, c'est juste générer la compréhension chez l'autre. C'est-à-dire que si je vous donne des chiffres, des tableaux, des graphiques dans tous les sens, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Mais ça ne veut pas dire que vous allez agir. Parce que l'action n'est pas générée par le cortex, l'action est générée par une autre partie du cerveau qui s'appelle le système limbique. Et le système limbique joue sur les émotions. Donc, pour répondre complètement à la question derrière le sens et les valeurs, je pense qu'il devrait y avoir des cours sur l'intelligence émotionnelle. On a tellement prôné et mis en avant l'intelligence analytique. Vous voyez, je vais vous dire juste, je me permets juste de rajouter un point là-dessus. L'intelligence, le fameux QI, que vous connaissez tous, c'est la plus parfaite injustice qui soit. Honnêtement, vous naissez avec un QI qui est ce qu'il est. J'ai eu la chance d'avoir pas trop de difficultés à l'école, mais je n'y peux rien. C'est un acquis que j'ai quasiment comme ça, et c'est comme ça. Quel est mon mérite? Zéro. Par contre, tout ce qu'on apprend dans l'entreprise, dans la vie, au contact des gens, des amis, c'est-à-dire ce que moi j'appelle l'intelligence émotionnelle, ça, on l'apprend tout au long de notre vie. Et ça fait, mais je vous le garantis, toute la différence. Et moi, je pense que ça vaudrait un cours. Alors, il y a un maître à penser là-dessus, c'est Daniel Goleman, qui est un professeur, un ex-professeur, je ne suis pas sûr qu'il enseigne toujours, mais un ex-professeur de la Harvard Business School, qui a écrit des magnifiques ouvrages à ce niveau. Il y en a un qui s'appelle, pas compliqué, Intelligence émotionnelle, et qui est un formidable ouvrage, et que il y a un gros pavé, mais je vous conseille d'aller le consulter, parce que vous verrez dedans des choses fabuleuses. Donc moi, comme ça, spontanément, je dirais un cours sur l'intelligence émotionnelle. Alors, Astrid, qui a 24 ans et qui est étudiante à l'INSA à Rennes, qui demande, Gérald, êtes-vous inspiré par certains leaders, que cela soit en politique ou en économie? Et si oui, lesquels? Alors, en politique, je vais être prudent quand même parce que, alors actuellement, je vais vous dire franchement, il n'y a pas beaucoup de leaders qui m'inspirent en politique aujourd'hui. Donc, j'aurais pas beaucoup de mal à éviter la question sur l'actuel. Je pense que c'est lié à ce que je disais juste avant. Je pense qu'on est dans une société qui est trop tournée sur le court-termisme et pas assez sur le moyen-long terme. Que les politiques sont tellement tournés sur la réélection qu'ils en oublient de travailler en profondeur sur les valeurs et le sens. Et je pense que ça, c'est un dommage. Je vais quand même citer quelques personnages politiques qui m'ont inspiré. Je vais en citer une parce que je suis très fan. Et je vais en citer deux, tiens, comme ça. Je vais en citer trois, tiens. Moi, j'ai été très inspiré par Simone Veil, parce que je pense qu'elle a vraiment incarné pour moi le changement, en dehors de ses appartenances politiques, qui sont autre chose. Mais je pense qu'elle a vraiment
elle a vraiment guidé le monde vers quelque chose de différent, la France en particulier. Moi, j'étais très fan de Simone Veil. D'ailleurs, je l'ai mis dans mon discours que j'ai fait. D'ailleurs, ma chef de cabinet m'a un peu charrié là-dessus, parce que à un moment donné, dans mon discours qui était très solennel, vous le verrez sur LinkedIn, mais je donne beaucoup d'exemples. Mais quand j'ai parlé de Simone Veil, j'ai dit j'adore. Ça m'est sorti du cœur. Alors, je suis très, très fan de Nelson Mandela. Pour moi, c'était un ovni. Pour moi, Nelson Mandela était un ovni. Parce que pour moi, c'est la représentation même du leader. C'est-à-dire que c'est un homme qui a eu toutes les souffrances qu'on peut avoir, qui a passé l'essentiel de sa vie en prison, qui pourrait sortir de prison et en vouloir au monde entier, et qui, au lieu de faire ça, se dit, je vais rassembler tout le monde. Même mes ennemis d'hier, qui seront mes amis d'aujourd'hui, parce que de toute façon, j'ai besoin d'eux. Alors là, il n'y a rien à dire, c'est chapeau bas, c'est respect total sur la leçon qu'il nous donne. Je pense que Nelson Mandela fait partie des êtres un peu exceptionnels qu'on n'a pas très souvent. Je crois quand même que Martin Luther King était un leader absolument incroyable, parce qu'il a incarné quelque chose de très fort. Il n'a jamais critiqué la vie. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Il n'a jamais critiqué l'Amérique. Il a toujours expliqué qu'à partir du moment où les Américains avaient fait venir les Noirs en esclavage, eh ben, il valait mieux qu'ils utilisent la compétence de ce peuple qui était devenu des Américains. Et j'ai trouvé que ces discours, rappelez-vous ça, il ne disait pas, I have a plan pour expliquer qu'il fallait diversifier et donner sa chance aux Afro-Américains, mais il disait I have a dream. Donc, il était bien dans ce que je disais tout à l'heure, les émotions et pas le cortex et la rationalité. Et ça fait toute la différence. Des leaders qui m'inspirent, il y en a d'autres, bien sûr. Il n'y a pas forcément d'ailleurs que des leaders politiques ou des leaders d'entreprise. En France, en leader d'entreprise, il y en a. Mais vous savez, regardez les grands leaders qui inspirent le monde. Vous voyez, par exemple, des Bill Gates, etc. On peut le voir, alors comme ils sont contemporains, on voit aussi leur côté positif et négatif, toujours, mais n'empêche que c'est quand même des personnes qui ont tracé le monde et qui donnent des orientations de recherche qui sont assez fabuleuses et qui changent la donne considérablement. Donc moi, j'ai beaucoup d'admiration pour... moi, je suis un fan d'histoire, donc je passe mon temps dans l'histoire et je pense qu'on avance mieux quand on comprend d'où on vient et quand on voit les progrès de l'humanité depuis l'origine des hommes. C'est fabuleux. Quoi. On se dit que l'humain a cette capacité incroyable que de se réinventer, de s'adapter à n'importe quel aléa. On l'a vu encore avec la pandémie du Covid, mais les hommes ont eu à gérer des choses bien plus complexes et des drames bien plus puissants que celui-là. Même si le Covid, au final, on l'oublie, a fait quand même 5 millions de morts. Oui. C'est quelques jours, donc c'est pas rien, loin s'en faut. Mais vous voyez, les hommes s'adaptent. Ça, je trouve ça génial. Alors, on a beaucoup de jeunes filles qui sont présentes ce soir et qui posent pas mal de questions. Il y en a une qui m'a marquée, Isabelle, qui étudie en management à l'ESSEC, qui demande si vous avez ou si vous avez eu vous-même un mentor, parce que vous disiez que vous mentoriez des personnes dans l'entreprise. Est-ce que vous, il y a un mentor qui vous a accompagné? Et ça va un petit peu rejoindre aussi une question d'Isabelle, étudiante à l'EFAP, qui est une école de communication en dernière année, qui demande si vous aviez des objectifs par rapport à l'évolution de votre carrière quand vous avez intégré le monde professionnel. Est-ce que vous saviez déjà que vous alliez finir non, mais être un jour président de SAP France? Alors, en fait, le seul... Alors, si je veux être totalement honnête, quand j'étais jeune, c'est-à-dire que comme j'avais l'âge de tous ceux qui sont connectés, oui, je m'étais fixé des objectifs. J'étais chez IBM et on m'avait tellement expliqué qu'à tel âge, il fallait passer à tel poste et à tel âge, à tel poste, que je m'étais mis dans ce chemin-là. Et puis, j'ai très vite arrêté. Très vite arrêté, c'est-à-dire 2-3 ans après avoir commencé à travailler, j'ai arrêté pour une raison très simple. C'est exactement la même raison que ce que je dis à mes commerciaux aujourd'hui. Je leur dis, quand vous allez voir un client, si vous préparez trop, si vous passez trop de temps à préparer, vous avez votre charte préparée, vos présentations, tout est prêt, vous n'allez pas écouter. Vous allez être omnibulé par ce que vous voulez leur dire, alors qu'en fait, c'est eux qui doivent vous parler. Et les clients nous amènent ce qu'ils cherchent, ils nous disent ce qu'ils cherchent. Donc, il faut écouter. Et donc, je leur ai dit, et finalement, le parallèle avec la carrière est le même. Si vous avez un objectif,
et vous vous êtes tracé votre ligne, vous occultez tout ce qu'il peut avoir à côté. Donc, oui, moi, j'ai plutôt eu un chemin sur mes valeurs. Alors là, peut-être que vous pouvez lui accorder une importance moins importante, mais pour moi, ça a toute son importance. C'est que j'ai dit, voilà ce que je veux faire dans ma vie et voilà ce que je ne veux pas faire. Et donc, même si c'est un poste en progression en termes de level ou de niveau hiérarchique, je le refuserai parce que ça ne correspond pas à ce que je veux faire. Donc, je crois qu'il me semble, pour enseigner, je vois des jeunes tous les jours, que les jeunes, c'est encore plus marquant aujourd'hui. C'est-à-dire que les jeunes ont la même ambition qu'à mon époque. Alors là, quand les anciens disent « ouais, les jeunes, ils sont moins ambitieux », ils ne voient pas beaucoup de jeunes. Alors, parce que les jeunes sont ambitieux, et tant mieux. Par contre, ils ne sont plus prêts, et je pense que vous n'êtes plus prêts, toutes et tous dans ce call, à travailler pour n'importe qui et à travailler pour n'importe quelle entreprise. Vous n'êtes pas prêts pour un salaire d'abandonner ce qui compte pour vous. Et je le pense vraiment parce que j'ai tellement eu l'occasion de tester ça que j'en suis certain. Et je pense que ça, c'est super. C'est-à-dire qu'une entreprise qui n'a pas une stratégie cohérente sur l'environnement, qui n'a pas de stratégie cohérente sur l'inclusion, etc., enfin, des sujets qu'on a abordés, ce qu'on appelle la responsabilité sociétale de l'entreprise, je pense qu'elle vous attirera moins et un leader qui n'est pas impactant, qui ne vous inspire pas du tout, vous n'allez pas le suivre et vous auriez tort de le faire d'ailleurs. Donc moi, je n'avais pas forcément de plan comme ça. Je suis parti un peu dans cette direction, puis très vite, j'ai compris que ce n'était pas une solution. Et alors là, certainement pas de plan. En fait, j'ai fait des choix, par contre. Vous voyez, quand j'étais chez Hewlett-Packard, à un moment donné, j'avais quand même 30 000 personnes qui dépendaient de moi. Et c'était des jobs internationaux. À un moment donné, j'ai fait le choix d'arrêter l'international. Parce qu'il n'y a pas de vie. C'est-à-dire que là, il faut être clair. Alors, quand on est plus jeune, c'est bien. Quand on prend un peu de maturité, qu'on a des enfants, qu'on veut s'en occuper bien, et les enfants, c'est quand ils ont votre âge en particulier, vous voyez, ils sont demandeurs et c'est super. Moi, ça me plaît. Donc, on ne peut pas tout faire dans la vie. Donc, il y a un moment. Puis moi, je voulais enseigner, je voulais écrire. Donc, j'ai fait des choix. Je pense qu'une vie, c'est pas uniquement de travailler dans une entreprise pour accomplir des tâches, fut-elles les plus belles, c'est aussi de se réaliser par rapport à ce qui compte pour vous. Et moi, ce qui compte pour moi, c'est l'enseignement. J'aime transmettre, j'aime ça me procure du plaisir et j'espère que j'en procure à ceux qui m'écoutent. Et puis, j'aime écrire, voilà, j'aime coacher, j'aime faire tout ça. Donc, il faut faire des choix et rester sur cette ligne. Et après, les opportunités arrivent, parce que c'est ça la bonne nouvelle. Vous savez, le talent est recherché. Donc, quelqu'un qui a de l'énergie, du talent, il est toujours recherché. Donc, il ne faut pas trop s'en faire. Je ne sais pas, il y avait une autre question à laquelle je n'ai peut-être pas répondu. Est-ce que vous avez vous-même ou est-ce que vous avez eu vous-même un mentor? Oui, bien sûr. Alors, j'ai des personnes que je consulte sur des sujets divers et variés parce que je ne prends jamais de décision sans me… Vous savez, on a parlé tout à l'heure du rôle de président. À un moment donné, vous êtes seul. Donc, et souvent d'ailleurs. Et vous devez prendre des décisions en votre âme et conscience, en vous disant je vais prendre cette décision, j'espère la bonne, mais parfois vous avez des doutes. Mais au final, il faut trancher. C'est à vous de le faire. Et ça fait partie du job. Et vous aurez, je l'espère, tous dans ce call, un jour, l'occasion d'être dans cette situation. Je vous le souhaite en tout cas, parce que c'est très grisant d'avoir à prendre des décisions qui orientent l'entreprise. Vous voyez, quand j'étais sur un poste mondial dont je parlais tout à l'heure chez IBM, et que vous avez la politique des partenaires, la rémunération des partenaires, vous voyez, c'est un truc qui paraît bête, mais selon le programme que vous allez bâtir, si vous n'arrivez pas à motiver vos partenaires, vous allez perdre des dizaines de millions d'euros en quelques secondes, ou de millions de dollars. Et si le programme est percutant, tout va s'envoler. Alors, les décisions ne sont pas neutres. Pour ça, je me tourne vers des personnes qui ont des compétences. Et je dois vous dire que sur ces avis ponctuels, c'est ce qui se passe, mais j'ai une personne qui m'accompagne depuis 25 ans. Alors, c'est la même. Alors, c'est pas… Attention, je ne cherche pas chez lui. Je ne vais pas lui demander qu'est-ce que tu prendrais comme décision à ma place. C'est pas ce que je vais lui demander. Mais par contre, je lui soumets mes problématiques, mes réflexions du moment, mes doutes, et je lui dis voilà mes doutes. Et lui, il m'aide à y voir clair. C'est-à-dire qu'il me dit tu as tort de te poser cette question, ce que tu fais, c'est très bien, continue, fonce comme tu as l'habitude de le faire. Ou alors, il va me dire
moi, à ta place, je fais machine arrière. Je pense que, voilà, mais maintenant, c'est toi, Gérald. C'est à toi de décider si tu as envie d'arrêter ou de continuer. Mais moi, je pense que tu es sur un terrain qui n'est pas le bon, ou alors tu as mal. Ou alors, des fois, il me donne son avis sur des questions que je lui pose, bien sûr, en lui disant, il me dit là, cette mesure, je la trouve moins percutante que celle que tu as pu prendre avant. Et donc, je tiens compte Parce que, si vous voulez, quand on a un mentor ou un coach en qui on a confiance, c'est quelqu'un qui est totalement. euh, qui n'a pas d'intérêt particulier. C'est-à-dire que je sais qu'il n'a qu'un seul intérêt, c'est m'apporter de la valeur et que ça soit profitable pour moi. Et comme j'en suis convaincu, il me l'a démontré maintes fois, pour moi, c'est une valeur énorme. Alors par contre, inversement, quand il a besoin de moi, je suis là. C'est donnant-donnant. Peut-être une dernière question, parce que le temps file, Gérald. On vous écoute. On a envie de continuer à échanger avec vous, mais il faut rester dans les délais. Alors, la dernière question, elle n'est pas facile. Mais c'est Victor qui a 22 ans et qui est étudiant en bachelor communication marketing 360 à l'IPAC à Laval, qui vous pose une question pour avoir votre sentiment en tant qu'enseignant. Vous qui enseignez, est-ce que vous lui conseillez de continuer ses études et de faire un master? Est-ce que ça a réellement un poids? Est-ce que c'est réellement bénéfique sur le marché du travail? Alors, c'est un peu compliqué, vous n'avez pas tous les éléments, mais vous répondriez quoi à cette question? Sans hésiter une seconde, absolument. Je coach actuellement des personnes aussi à l'extérieur. Souvent, des amis m'envoient une jeune ou un jeune qui se cherche ou qui, des fois, est dans une situation compliquée et qui a besoin de trouver une solution. Je les aide autant qu'on le peut. Et avec Sarah, on les dirige vers les bonnes solutions. Parfois, on trouve des solutions chez SAP. Mais dans tous les cas de figure, je dis toujours aux étudiantes et aux étudiants, allez au bout, passez le maximum de diplômes. Tout ce que vous engrangez, c'est pour la vie. C'est-à-dire que ce que vous avez, c'est pour la vie. Par contre, ce que je vous dirais aussi, c'est quand vous faites vos études, ne faites pas vos études à moitié. Allez-y vraiment. C'est-à-dire que c'est le moment où vous allez vous découvrir, vous allez apprendre des pans entiers de choses. Donc, passez du temps à lire, à rencontrer des personnes, prenez cette opportunité. Et puis après, ben oui, moi je pense que autant que vous le pouvez, allez vers des bacs plus, des masters 2, parce que c'est quand même la voie royale pour faire plein de choses. Pour ceux et celles qui n'ont pas cette chance, parce que je vous rappelle que tout le monde ne démarre pas avec les mêmes atouts, certains sont dans des quartiers plus difficiles que d'autres, n'ont pas les mêmes environnements socioculturels et qui ne leur permettent pas d'avoir le même pied à l'étrier que d'autres. Il y a différents moyens de se rattraper. Il y a la formation continue, on peut faire en cours de route, y compris à HEC, des executive masters dans toutes les écoles de management, à l'EDEC, un peu partout, à l'EM Lyon. On peut faire des formations d'MBA. Alors, et le dernier conseil que je vous donnerai sur la formation, donc ma réponse est oui sans hésiter à la question, hein, mais je rajouterai que si vous en avez la possibilité, et je sais que ce n'est pas simple parce qu'il faut un peu d'argent, parce que ça coûte cher, mais si vous avez la possibilité d'aller faire des études avec une bourse ou des parents qui peuvent vous accompagner, aller à l'étranger aussi. C'est-à-dire faire une formation en France, c'est super. La compléter aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, Bocconi, etc. Il y a plein d'universités magnifiques. Et ça, c'est vraiment très valorisant. Parce que ce n'est pas uniquement bien pour les employeurs, les futurs recruteurs, qu'ils soient employeurs ou chasseurs de tête, mais c'est bien pour vous surtout. Parce que ça va vous donner un éclairage différent. Ça, c'est bien. Bon, je suis conscient que malheureusement, tout le monde ne peut pas s'offrir ça. Je le regrette bien d'ailleurs parce que je pense qu'on devrait avoir des systèmes pour aider tous les jeunes qui ont vraiment envie de faire ça parce que c'est un atout après pour la France, un atout fantastique. Gérald, merci infiniment pour le temps que vous avez passé avec nous. Merci de nous avoir donné du concret, de nous avoir permis de nous immerger quelques instants dans votre quotidien, président de SAP France, de nous permettre de mieux connaître l'entreprise, de nous permettre d'avoir une vision, moi je dois le dire, assez différente de ce que j'imaginais. Je ne savais pas tous les programmes que vous aviez en place, je ne savais pas que vous accompagniez des jeunes qui étaient au chômage, parfois sans formation, pour les former en interne et les aider à avancer. Je suis impressionnée par tout ce que vous faites autour du mentorat en interne dans l'entreprise.
Et puis, merci d'avoir joué le jeu, de répondre aux questions des jeunes, de donner des conseils, de vous livrer un petit peu sur les différents sujets que vous avez évoqués ce soir. Toujours un plaisir de voir la générosité de nos invités auprès des jeunes. Et donc, en leur nom, puisqu'ils ne peuvent pas parler, mais ils sont en train d'écrire pas mal de messages. Merci pour ce temps-là. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour mettre en avant un nouveau métier d'exception et continuer à vous inspirer au maximum. D'ici là, n'hésitez pas à aller échanger avec des professionnels, à poser des questions, à vous renseigner sur les opportunités. Il y a plein d'opportunités auxquelles vous ne pensez pas forcément. N'hésitez pas à changer un petit peu de ce qu'on dit. Les filles, allez dans la tech, allez rencontrer des professionnels qui font des métiers auxquels vous n'aviez pas pensé. 52 000 professionnels vous attendent sur My Job Lessons pour échanger avec vous et vous ouvrir plein d'opportunités et d'horizons. Voilà, je vous remercie et je vous dis rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau métier d'exception. Encore merci Gérald, à bientôt. À bientôt, Émilie. À bientôt. Au revoir à tous.